C'était une nuit sombre et silencieuse lorsque je me suis assis près du feu de camp pour raconter une histoire qui hante ma famille depuis des générations. Mon père, un homme de peu de mots et de nombreux secrets, m'a une fois partagé une expérience qu'il avait vécue il y a 20 ans lors d'une mission qu'il n'a jamais pu oublier. À l'époque, il était un jeune soldat intrépide et plein de vigueur. Mais ce qu'il a découvert cette nuit-là dans la montagne a changé pour toujours sa vision du monde. En me racontant, ses yeux révélaient une peur profonde, quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant. Ce n'était pas la peur habituelle de celui qui a affronté le danger, mais la terreur de celui qui a été témoin de l'inexplicable. Lui et ses compagnons avaient été envoyés dans une région reculée, où le vent soufflait fort et où le silence était presque assourdissant. Leur tâche était simple, enquêter sur un champ de maïs abandonné. Mais rien dans cette mission ne fut simple. À mesure que la nuit tombait, quelque chose de sinistre commençait à se manifester dans l'air, quelque chose pour lequel aucun d'entre eux n'était préparé. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce que tous ont ressenti dans cette obscurité. Mon père m'a dit que cela ne venait pas de ce monde. Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Je vais vous le raconter, mais préparez-vous, car après avoir entendu cette histoire, vous ne serez plus jamais le même. Lorsque mon père et les autres soldats sont arrivés sur place, le soleil était déjà en train de se coucher, projetant de longues ombres sur le champ de maïs. La plantation s'étendait à perte de vue, avec des rangées parfaites de plantes hautes balançant doucement dans le vent. Mais il y avait quelque chose d'anormal, quelque chose que personne ne pouvait définir clairement. C'était comme si l'air lui-même était chargé d'une énergie lourde et suffocante, et le silence. Ah, le silence était le pire. Les oiseaux ne chantaient pas, les insectes ne bourdonnaient pas. Seul le bruissement des feuilles de maïs, comme des murmures indéchiffrables, accompagnait chaque mouvement des soldats. Mon père ressentit un frisson le long de sa colonne vertébrale, un pressentiment qu'il ne pouvait ignorer, mais il continua d'avancer. La mission était claire, enquêter sur le lieu et signaler toute anomalie. Ils montèrent le camp près de la lisière de la plantation, décidant qu'il serait plus sûr d'attendre l'aube pour explorer avec plus de soin. Les lumières des lampes perçaient l'obscurité, mais n'éliminaient pas la sensation d'être observés. Chaque son qu'ils faisaient semblait leur revenir amplifié par le vide environnant. Lorsque la nuit les enveloppa complètement, l'obscurité apporta avec elle une inquiétude croissante. Mon père se relayait avec les autres pour surveiller le campement, mais quelque chose en lui disait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Il regarda le ciel étoilé, essayant de trouver du réconfort dans l'immensité au-dessus, mais tout ce qu'il ressentait, c'était le poids de l'inconnu pesant sur eux, comme une ombre invisible. Alors qu'il s'asseyait là, tournant le dos à la plantation, il ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'il verrait le monde de la même manière. La véritable mission allait commencer dans les heures suivantes, et ce qu'il était sur le point de découvrir allait le hanter pour le reste de sa vie. La nuit avançait lentement, chaque minute se traînant avec une tension croissante. Mon père était en poste de garde lorsqu'il entendit le premier bruit. C'était subtil, presque imperceptible, comme si quelque chose se déplaçait entre les rangées de maïs. Il se leva lentement, les yeux fixés sur l'obscurité du champ, essayant de discerner ce qui se passait. Le bruissement des feuilles devint plus intense, comme si quelque chose rôdait parmi les plantes, se rapprochant. Il alluma sa lampe, balayant le faisceau de lumière à travers la plantation. Mais tout ce qu'il vit, ce furent les ombres des feuilles dansant au vent. Pourtant, le bruit persistait. Maintenant plus proche, plus pressant. Mon père appela les autres, et ensemble, ils essayèrent d'identifier l'origine de ces sons. Mais quoi que ce fût, c'était rapide et trop silencieux pour être vu, comme une ombre se faufilant dans les ténèbres. Puis les phénomènes commencèrent. Les boussoles, jusque-là stables, commencèrent à tourner frénétiquement dans leurs mains, comme si le nord avait cessé d'exister. Les radios, qui maintenaient le groupe en communication constante, ne produisaient plus qu'un grésillement aigu qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Mais le pire était la sensation, cette présence invisible, qui se faisait désormais sentir avec plus de force.
C'était comme si l'air autour d'eux était vivant, vibrant d'une énergie maléfique, quelque chose qui ne devrait pas être là, quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Mon père sentit la peur s'emparer de lui, une émotion qu'il connaissait rarement. Ils étaient entourés par une force qu'ils ne pouvaient pas voir, par quelque chose qui jouait avec leurs esprits, et malgré tout leur armement, ils se sentaient impuissants face à l'inconnu. Les bruits continuaient, tantôt à gauche, tantôt à droite, toujours en mouvement, toujours hors de portée. Puis, dans un moment de silence absolu, ils l'entendirent tous. Un son profond, guttural, comme le rugissement d'une créature qui n'appartenait pas à la terre. Ce fut bref, mais suffisant pour glacer leur sang. Ils n'étaient pas seuls dans cette plantation. Quelque chose les observait, quelque chose les traquait. Et à cet instant, mon père sut qu'ils étaient entrés dans un territoire où les règles du monde qu'ils connaissaient ne s'appliquaient plus. Lorsque l'aube commença enfin à éclaircir le ciel, apportant un peu de soulagement au groupe, les soldats entendirent des pas approcher sur le chemin. C'était l'autre peloton qui aurait dû les rejoindre la nuit précédente. Mais au lieu de visages soulagés, mon père vit dans leurs yeux une expression qu'il connaissait bien, la terreur. Le chef de l'autre groupe, un homme normalement calme et sûr de lui, était pâle, les mains tremblantes. Il commença à raconter ce qui leur était arrivé pendant la nuit. Ils s'étaient perdus sur les sentiers de la montagne, ce qui était étrange car ils connaissaient bien la région. Une brume s'était levée de nulle part, engloutissant tout autour et brouillant leur sens. C'est alors que, au milieu de cette brume dense, ils aperçurent deux figures devant eux. C'étaient des femmes vêtues de vêtements anciens, comme si elles étaient sorties d'une autre époque. Elles semblaient flotter plus que marcher, leurs pieds à peine en contact avec le sol. Sans dire un mot, elles indiquèrent un chemin, un raccourci qui devait les ramener au campement. Le chef du groupe hésita, méfiant, mais les femmes paraissaient si sereines, si certaines de ce qu'elles faisaient, qu'il décida de suivre leurs indications. Le chemin qu'elles montrèrent ne figurait sur aucune des cartes qu'ils transportaient, mais, de manière inexplicable, il les conduisit jusqu'à leurs compagnons. Quand ils se retournèrent pour remercier les femmes, elles n'étaient plus là. Elles avaient disparu dans la brume, aussi mystérieusement qu'elles étaient apparues. Ce qui troubla mon père et les autres, ce n'était pas seulement le récit en lui-même, mais la manière dont il fut raconté. Ces hommes, endurcis par la guerre, tremblaient, leur voix se brisant en décrivant les femmes. C'était comme si le simple fait de se remémorer avait le pouvoir de ramener l'horreur qu'ils avaient ressentie. Tandis que le soleil se levait, tous savaient que quelque chose n'allait pas. La plantation de maïs, qui n'était censée être qu'une curiosité, semblait maintenant être un piège, un lieu où les lois de la réalité étaient déformées. Et ces femmes, qui ou quoi étaient-elles? Des protectrices, les gardiennes d'un ancien secret, ou quelque chose d'encore plus sinistre. Le groupe se divisa entre le désir de partir immédiatement et le devoir de terminer la mission. Mais une chose était certaine, personne ne voulait rester là lorsque la nuit tomberait de nouveau. Le groupe était divisé. Certains voulaient abandonner la mission, retourner à la base et laisser ce lieu maudit derrière eux. D'autres, poussés par leur sens du devoir, insistaient pour explorer un peu plus avant de prendre une décision. Mais au fond, tous savaient qu'ils étaient au bord de leurs limites, que cette plantation de maïs renfermait des secrets pour lesquels ils n'étaient pas prêts. Finalement, la décision fut prise. Ils suivraient le chemin indiqué par les femmes mystérieuses, en espérant que cela les mènerait à un endroit sûr. Sans plus attendre, ils commencèrent à démonter le camp, se préparant à partir. À mesure qu'ils s'éloignaient de la plantation, la sensation de soulagement fut presque immédiate. Les phénomènes étranges commencèrent à s'estomper, et l'atmosphère oppressante qui les entourait sembla se dissiper à chaque pas. Pendant le trajet de retour, cependant, le silence régnait. Personne n'osait parler de ce qui s'était passé, comme si mettre cela en mots donnait davantage de pouvoir à l'inconnu. Mon père, qui avait toujours été un homme de peu de mots, ne put jamais oublier ce qu'il avait vu et entendu cette nuit-là, mais il savait qu'il serait inutile de tout rapporter à la base. Qui les croirait? Les histoires de créatures inconnues et de femmes fantomatiques
seraient facilement rejetés comme des hallucinations de soldats fatigués. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la base, les visages de leurs supérieurs étaient un mélange d'incrédulité et de préoccupation. Les versions officielles des événements furent simplifiées, omettant les détails les plus troublants. La mission fut considérée comme un succès technique, mais ceux qui y avaient participé savaient qu'ils avaient affronté quelque chose de bien au-delà du commun. Mon père porta cette expérience avec lui pour le reste de sa vie. Il ne fut plus jamais le même après cette nuit, et les autres soldats non plus. Chaque fois qu'il parlait de ce qui s'était passé, il y avait une ombre dans ses yeux, une obscurité que même le temps n'a pas pu effacer. Quant aux femmes et à la créature qui rôdait autour de la plantation, on ne les revit jamais, du moins par ceux qui osèrent retourner dans cette région. Mais les histoires continuèrent, passant de bouche à oreille, avertissant ceux qui envisageraient de s'aventurer dans ces terres. Ce n'était pas qu'une légende, ce n'était pas qu'une histoire de soldats. C'était un avertissement, un rappel que certaines forces dans ce monde échappent à notre compréhension et que certains endroits devraient simplement être laissés en paix. Alors que mon père terminait de raconter cette histoire, le silence qui suivit était presque aussi lourd que la propre obscurité qu'il avait décrite. Il me regarda, ses yeux fatigués révélant plus que les mots ne pouvaient exprimer. Je n'avais jamais vu ce regard auparavant, un mélange de peur, de respect et d'acceptation de l'inconnu. Il n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit de plus. Je savais que cette expérience avait façonné l'homme qu'il était devenu et que, d'une certaine manière, il était en train de me transmettre ce fardeau. Depuis cette nuit, mon père évitait de parler de la mission. Ce qui s'était passé dans cette plantation de maïs était enfoui dans les profondeurs de sa mémoire, comme une blessure qui ne cicatriserait jamais. Il me laissa avec un conseil que je n'oublierai jamais. Il existe des endroits dans ce monde qui ne sont pas faits pour nous, des lieux où les règles sont différentes, où l'impossible devient réel. Si jamais tu te retrouves dans un tel endroit, écoute les murmures du vent et suis ton instinct. Car parfois, le seul chemin sûr est de t'éloigner et de ne jamais regarder en arrière. Cette histoire n'est pas seulement ce qu'il a vécu, mais un avertissement pour nous tous. Le monde est vaste et mystérieux, et il y a des choses là-bas qui échappent à notre compréhension. Mon père et ses compagnons furent témoins de quelque chose qui défie la logique, et ils apprirent à la dure que l'inconnu ne doit pas être sous-estimé. Alors, si un jour vous vous trouvez dans un endroit où le silence est assourdissant, où les ombres semblent bouger d'elles-mêmes, souvenez-vous de ce que vous avez entendu ici. Toutes les histoires n'ont pas d'explication. Et tous les chemins ne doivent pas être empruntés. Certaines choses ne font tout simplement pas partie de notre monde. La nuit était calme, l'une de ces nuits où le silence semble presque réconfortant. À l'intérieur de l'appartement, tout dégageait une sensation de familiarité. La chaleur douce du radiateur coupait le froid extérieur, et les murs, faiblement éclairés par des lumières tamisées, semblaient envelopper le locataire solitaire dans une routine rassurante. Le bruit lointain des voitures était étouffé, et les sons de la ville n'étaient rien de plus qu'un écho subtil, mais presque insignifiant. Là, au cœur de cet appartement, il se sentait en sécurité. L'espace était petit, mais confortable. L'agencement des meubles, le bruit de l'horloge sur le mur, la lumière douce émanant de la lampe de cuisine, tout contribuait à une sensation de paix. C'était un sanctuaire contre le chaos extérieur. Mais c'était précisément cette tranquillité qui dissimulait quelque chose. Dans l'air, quelque chose d'invisible se mouvait aux marges de la perception, comme une ombre que l'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'eau chaude coulait sur les épaules du locataire, glissant le long de son corps, apportant une sensation de soulagement après une longue journée. La salle de bain était plongée dans la vapeur, les murs embués, et le miroir entièrement couvert par une fine couche de condensation. C'était l'un de ces moments simples, presque méditatifs, où les pensées vagabondent sans direction, et où la chaleur de l'eau apaise chaque muscle fatigué. Mais soudain, au milieu de ce confort, quelque chose semblait décalé. Un son, un murmure.
si faible que, pendant un instant, il pensa l'avoir imaginé. Le bruit fut absorbé par le flot constant de l'eau, disparaissant presque aussi vite qu'il était apparu. Il resta immobile quelques secondes, tendant l'oreille, n'entendant que le bruit de la douche et l'écho doux de l'eau frappant le sol. Rien. Cela devait être la plomberie, pensa-t-il, une réaction naturelle à la pression de l'eau. Peut-être le son des vieilles canalisations. Avec un léger haussement d'épaule, il se détendit de nouveau, convaincu qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Mais ensuite, encore, un murmure, cette fois plus clair, distinct, presque humain. C'était un son faible venant de quelque part très proche. Il tourna lentement la tête, regardant autour de la salle de bain, comme s'il s'attendait à voir quelque chose. Le rideau de douche était légèrement entrouvert, ne révélant qu'une partie du miroir embué et une portion du sol de la salle de bain. Tout était calme, à l'exception du bruit de l'eau. Son cœur s'accéléra légèrement, un frisson de malaise remontant le long de sa colonne vertébrale. Il éteignit la douche, et le bruit de l'eau cessa brusquement, laissant la pièce dans un silence étouffé, le bruit des gouttes d'eau résonnant en écho sur les carreaux. Il resta là, immobile, attendant d'entendre à nouveau. L'appartement, si accueillant et sûr quelques minutes auparavant, semblait maintenant différent, comme si quelque chose d'invisible bougeait dans les ombres. Les secondes passèrent, mais il n'y eut plus de murmure. Seulement ce silence lourd, presque oppressant. Il rit nerveusement, tentant de se convaincre que tout cela n'était que son imagination. Il était fatigué, c'était tout. La fatigue joue des tours à l'esprit, crée des sons, des formes, fait voir des choses qui n'existent pas. Il attrapa la serviette et commença à se sécher rapidement, impatient de quitter la salle de bain et de chasser cette étrange sensation de malaise. Mais alors qu'il bougeait, séchant son visage, il l'entendit à nouveau. Cette fois, le murmure était plus proche, plus clair, et semblait former des mots, bien qu'il ne puisse pas comprendre ce qui était dit. Un frisson parcourut sa peau, et pour la première fois, il sentit une présence, comme s'il n'était plus seul dans la pièce. Quelque chose l'observait. Il sortit précipitamment de la salle de bain, la serviette enroulée autour de la taille, ses cheveux encore dégoulinant d'eau. La sensation de sécurité et de confort qui l'entourait au début de la soirée avait complètement disparu. Alors qu'il marchait dans le couloir, les murmures qu'il avait entendus semblaient résonner dans son esprit, bien que l'environnement soit maintenant plongé dans un silence presque angoissant. À chaque pas, l'appartement, autrefois si familier, semblait plus grand, plus vide, plus étrange. Il tenta de chasser l'inquiétude, essayant de se convaincre que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Il alluma la télévision dans le salon, espérant que le son des voix remplirait l'espace et romprait ce silence oppressant. Mais, aussi fort qu'il essayait, quelque chose n'allait pas. Les ombres sur les murs paraissaient plus denses, comme si elles pulsaient à la lumière vacillante de la lampe de coin. Le son de la télévision, au lieu d'apporter du réconfort, se mêlait de façon discordante à l'atmosphère, comme s'il était lointain, étouffé, presque insignifiant. Il passa une main dans ses cheveux encore mouillés et se laissa tomber sur le canapé, tentant d'ignorer le sentiment persistant d'être observé. L'appartement était petit, un espace qu'il connaissait par cœur. Chaque meuble était à sa place, chaque objet là où il avait toujours été. Mais ce soir, tout semblait différent. Il y avait une présence, quelque chose dans l'air, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il sentait à chaque battement de son cœur qui s'emballait. Soudain, la lumière de la cuisine clignota. Une fois, deux fois, puis s'éteignit complètement, plongeant la pièce dans une obscurité encore plus troublante. Il se leva lentement, ses yeux fixés sur la porte de la cuisine, qui ressemblait maintenant à un portail vers quelque chose de sombre et d'inconnu. Il prit une profonde inspiration, tentant de rester calme. C'était juste un fusible, se dit-il. Les ampoules s'éteignent parfois, rien de plus. Mais, au fond de son esprit, la sensation d'être observé grandissait, insistante. C'était comme si quelque chose se mouvait dans les ombres, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir directement, mais qui était là, à l'affût, attendant un moment de distraction. Il fit quelques pas vers la cuisine, mais s'arrêta à mi-chemin, sentant que s'approcher de l'obscurité serait comme franchir une frontière qu'il ne devrait jamais traverser.
Et puis, les murmures commencèrent à nouveau. Cette fois, il n'était plus confiné à la salle de bain. Il semblait venir de partout, des coins du salon, du couloir sombre, des ombres derrière le canapé. Ils étaient faibles, mais impossibles à ignorer, comme un murmure incessant qui éraflait les limites de sa santé mentale. Il ferma les yeux un instant, essayant de bloquer le son, mais c'était inutile. Les murmures devenaient plus forts, plus urgents, comme si les voix essayaient de communiquer, de traverser un voile invisible qui séparait lui et la chose qui se cachait dans les ombres. Il rouvrit les yeux, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. L'air était lourd, difficile à respirer, et l'appartement semblait se refermer autour de lui, devenant oppressant, claustrophobique. Les lumières du salon vacillaient encore, menaçant de s'éteindre à tout moment, et il sentit, avec une certitude écrasante, qu'il n'était plus seul. La sensation d'être observé était maintenant palpable, comme si des yeux invisibles étaient dans chaque recoin, épiaient, jugeaient, attendant qu'il fasse une erreur. Et puis, dans le reflet du miroir du salon, il vit une forme passer rapidement derrière lui. Quelque chose se déplaçait en silence, disparaissant avant qu'il puisse se concentrer dessus. Il se retourna immédiatement, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait rien. Seulement le vide et les ombres, qui semblaient plus denses à chaque seconde qui passait. L'appartement, qui avait toujours été son refuge, se transformait désormais en une prison. Quelque chose était là, et le jeu ne faisait que commencer. Sa respiration devint rapide et irrégulière. Chaque inspiration lourde semblait alourdir l'air autour de lui, imprégné de la présence invisible qui envahissait désormais l'appartement. Il restait figé au milieu du salon, regardant dans toutes les directions, attendant un mouvement, un signe. Mais ce qu'il ressentait était encore plus terrifiant qu'une simple apparition physique. C'était ce murmure constant, doux et persistant, désormais impossible à fuir, comme s'il avait imprégné l'atmosphère autour de lui, les murmures. Il ne s'arrêtait plus. Il semblait parcourir les murs, rebondir sur les meubles et émaner des ombres qui s'étaient accumulées dans les recoins les plus sombres de la pièce. Les voix étaient indistinctes, impossibles à comprendre, mais elles portaient en elles une urgence sinistre, une attente qui glaçait son sang. Il avait l'impression d'être à la lisière de comprendre quelque chose, au bord d'être consumé par un savoir que son esprit refusait d'accepter. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Seulement quelques minutes s'étaient écoulées, mais il lui semblait qu'une éternité s'était déroulée autour de lui. Chaque seconde qui passait, la sensation d'être observé grandissait, devenant insupportable. Il ne pouvait plus l'ignorer. À chaque fois qu'il tournait la tête, le bref aperçu d'une forme fugitive au coin de son champ de vision le faisait frissonner. C'était toujours trop rapide pour qu'il puisse le fixer. Toujours aux marges de sa perception, le provoquant, comme si quelque chose jouait avec lui, attendant le moment parfait. Il essaya d'allumer toutes les lumières de la maison, mais certaines ne répondaient pas, tandis que d'autres clignotaient de manière irrégulière, plongeant la pièce dans des éclats stroboscopiques de noirceur. À chaque fois que la lumière faiblissait, il sentait les ombres se mouvoir, s'étirer, comme si elles étaient vivantes, lentement mais sûrement, l'entourant. C'était comme si la structure même de l'appartement changeait. Les pièces semblaient plus longues, plus sinueuses, et les murs semblaient se rapprocher, le piégeant dans un labyrinthe qui ne faisait plus sens. Il courut dans la chambre, claquant la porte derrière lui, le cœur battant la chamade. La chambre semblait plus sûre, mais ce n'était qu'une illusion. Il le savait. Les ombres à l'extérieur n'avaient pas besoin d'une porte ouverte. Les murmures, désormais plus forts, semblaient glisser sous la porte, s'infiltrer à travers les murs et s'enrouler autour de ses pensées. C'était comme si son esprit était envahi, pris d'assaut par quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Et alors, une étrange réalisation le frappa. Cet appartement n'était plus le sien. Il n'était plus chez lui. Quelque chose s'était emparé de l'endroit, une présence qui s'était infiltrée dans son espace et l'avait transformé en autre chose. Chaque pièce de l'environnement, chaque objet familier, semblait maintenant chargé d'un but inconnu. C'était comme s'il était attiré dans un piège, et les voix l'appelaient, hypnotiques, essayant de le convaincre de se rendre à cette force invisible.
Il regarda le miroir de l'armoire, et pour la première fois, il vit quelque chose clairement. C'était pas un simple reflet, mais quelque chose derrière lui, une ombre longue et indéfinie, une figure sans contour précis, mais elle était là, en train de l'observer. Il se retourna immédiatement, le cœur dans la gorge, mais encore une fois, rien, seulement le vide. Le désespoir commença à l'envahir. Il n'y avait plus nulle part où fuir, et chaque recoin de l'appartement semblait se refermer autour de lui, les ombres prenant une vie propre, s'étirant comme des doigts invisibles prêts à l'envelopper. Il tenta de crier, mais le son mourut dans sa gorge. La peur écrasait sa voix, son corps paralysé par la présence écrasante de quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il ressentait comme une force suffocante. Et puis, il réalisa, les murmures ne venaient pas de l'extérieur, ils venaient de l'intérieur. Les voix étaient dans sa tête, murmurant des secrets que son esprit refusait d'entendre, déterrant des peurs anciennes, creusant profondément dans sa santé mentale. Cette présence, quelle qu'elle soit, attendait. Elle le connaissait, le comprenait d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Elle jouait avec lui, le manipulait, comme une araignée tissant sa toile autour de sa proie. Il savait, au fond de lui, qu'il n'y avait plus de retour possible. Ce qui se trouvait dans cet appartement n'était pas une simple entité. C'était quelque chose d'ancien, une force qui existait au-delà de la compréhension humaine, au-delà du temps. Et maintenant, cette force était avec lui. Et elle n'allait pas partir. L'appartement n'était plus un refuge. C'était la gueule de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui s'apprêtait à l'engloutir entièrement. La chambre semblait se resserrer autour de lui, les ombres se déplaçant avec une lenteur sinistre, comme si elles étaient vivantes et observaient chacun de ses mouvements. Le murmure était maintenant constant, une présence dans son esprit, une mélodie déformée qu'il ne pouvait plus bloquer. Il savait qu'il était à la frontière de quelque chose, un point de non-retour. L'appartement, autrefois un refuge, était devenu un lieu étranger, gouverné par des forces qui dépassaient tout ce qu'il pouvait comprendre. Il se leva du lit, le corps tremblant, la respiration irrégulière. Il ne pouvait pas rester là, piégé. Quelque chose l'encerclait, se rapprochait, et il sentait qu'à chaque seconde, il était plus près d'être dévoré. Les lumières clignotaient frénétiquement, le miroir dans le coin de la pièce semblait pulser, et l'air était épais, lourd, comme s'il se déplaçait à travers une substance invisible. Mais les murmures, ce n'étaient plus de simples murmures. Maintenant, il formait des mots, des phrases qu'il ne parvenait toujours pas à saisir complètement, mais qui commençaient à prendre forme dans son esprit. Une présence essayait de communiquer avec lui. Ou peut-être, ce n'était pas qu'une seule présence. Les voix semblaient multiples, entrelacées, des tonalités et fréquences différentes, une cacophonie qui l'entourait comme un filet invisible. Il sortit en titubant dans le couloir, les yeux fixés sur l'obscurité qui s'accumulait dans le salon. Il était prêt à affronter quoi que ce soit, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. C'était comme si quelque chose le tirait, l'attirait vers le cœur de l'appartement, là où la sensation de présence était la plus forte. À chaque pas, les murmures devenaient plus forts, plus clairs et plus pressants. Il pouvait entendre des fragments de mots, des bribes d'une langue ancienne, quelque chose de primitif et d'implacable. En arrivant dans le salon, il le vit. Au milieu de la pièce, les ombres se tordaient, tourbillonnant lentement comme une tempête de fumée noire. Au centre de cette obscurité, une forme commençait à se définir, quelque chose de vaguement humain, mais grotesquement erroné. C'était une figure sans contour net, ses limites floues, comme si elle existait partiellement à l'intérieur et à l'extérieur de cette réalité. Ses yeux étaient deux fentes profondes et vides, qui le fixaient comme si elles scrutaient chaque recoin de son âme. Le locataire se figea, incapable de bouger. Les voix dans sa tête étaient maintenant insupportables, criant, suppliant, exigeant qu'il s'approche. La présence dans la pièce semblait croître, s'étendant au-delà des murs de l'appartement, remplissant tout l'espace d'une énergie qui l'écrasait. L'air était épais, difficile à respirer, et chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles comme un tambour sinistre. Il tenta de faire un pas en arrière, mais ses pieds étaient comme collés, comme si le sol lui-même le retenait.
Les ombres commencèrent à s'étirer vers lui, comme des mains invisibles, lentes et inévitables. La figure au centre de la pièce ne bougeait pas, mais sa puissance, son influence, était palpable. C'était comme si l'obscurité elle-même possédait une conscience, quelque chose qui existait au-delà du temps et de l'espace, au-delà de la compréhension humaine. Et cette chose l'avait choisi. Dans un dernier acte de désespoir, il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient, ses yeux grands ouverts, fixés sur cette chose devant lui, alors que les ombres l'enveloppaient complètement. La chaleur de la pièce fut remplacée par un froid intense, comme si l'air autour de lui était aspiré dans ce vortex de ténèbres. Et puis, le silence. Les murmures cessèrent brusquement, laissant l'appartement plongé dans un vide oppressant. La figure ombrageuse, désormais entièrement visible, se trouvait à quelques mètres de lui. Ses yeux vides le fixaient avec une immobilité terrible, une immobilité qui parlait d'éternité et d'horreur ancienne, bien au-delà de sa compréhension. Il comprit enfin. Ce n'était pas simplement une entité quelconque. Il se trouvait face à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui existait au-delà des limites de ce monde. Cette chose qu'il observait était une force ancienne, quelque chose qui avait toujours été là, rôdant dans les ombres, attendant quelqu'un, attendant lui. L'appartement n'avait jamais été un simple endroit ordinaire. C'était un portail, un passage vers quelque chose de bien plus ancien et terrifiant. Et en un instant, il réalisa l'horreur véritable. Les murmures n'étaient pas des avertissements, ils ne lui disaient pas de fuir. Ils étaient des appels. Il avait été appelé, choisi par cette présence invisible. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les ombres l'engloutirent entièrement, et à l'instant où elles le firent, il sut qu'il avait franchi une frontière vers quelque chose qu'aucun être humain n'aurait jamais dû connaître. Tout devint noir. L'appartement, le monde autour de lui, tout se dissout dans une obscurité éternelle, et il fut emporté par la force qu'il avait observée toute la nuit. Le jeu était terminé, et il avait perdu. Le silence dans l'appartement était absolu, presque palpable. Les ténèbres qui pulsaient autrefois dans les ombres étaient désormais immobiles, froides, comme si l'atmosphère elle-même avait été suspendue dans le temps. Rien ne bougeait. Le salon, qui avait été le théâtre d'une bataille invisible, était maintenant plongé dans un calme sinistre. Les lumières qui clignotaient si violemment étaient désormais éteintes, et l'appartement semblait vide, abandonné. L'air, autrefois lourd et oppressant, restait immobile, comme si toute vie avait été drainée de cet espace. La figure que le locataire avait vue, cette présence indéfinissable, avait disparu avec lui. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun son ou indice de mouvement. Seul l'écho lointain des murmures, maintenant réduit au silence, comme s'il n'avait jamais existé. Les murs de l'appartement restaient inchangés, l'horloge continuait son tic-tac constant, et les fenêtres reflétaient l'obscurité de la nuit extérieure. Tout semblait normal, mais ce ne l'était pas. L'appartement, bien qu'il paraisse le même, ne serait plus jamais le même. Quelque chose avait changé, quelque chose avait été éveillé, et cela habitait désormais cet espace de manière permanente. La présence invisible qui l'avait poursuivi ne l'avait pas quitté avec lui. Elle était encore là, cachée dans les ombres, attendant sa prochaine victime. Et dans ce silence étouffant, une chose était certaine. Le locataire ne serait plus jamais vraiment seul. Même si personne d'autre ne saurait ce qui s'était passé là-bas, les ténèbres savaient, les ombres savaient. Elles étaient toujours là, à l'affût, toujours en train de regarder. Et au cœur de cet appartement, la présence invisible demeurait. Patiente, silencieuse, en attendant le prochain. L'appartement, bien qu'il paraisse le même, ne serait plus jamais le même. Quelque chose avait changé, quelque chose avait été éveillé, et cela habitait désormais cet espace de manière permanente. La présence invisible qui l'avait poursuivi ne l'avait pas quitté avec lui. Elle était encore là, cachée dans les ombres, attendant sa prochaine victime. Et dans ce silence étouffant, une chose était certaine, le locataire ne serait plus jamais vraiment seul. Même si personne d'autre ne saurait ce qui s'était passé là-bas, les ténèbres savaient, les ombres savaient. Elles étaient toujours là, à l'affût, toujours en train de regarder. Et au cœur de cet appartement, la présence invisible demeurait, patiente, silencieuse,
en attendant le prochain. Vous avez toujours été fier de votre capacité d'observation. Discret, sans prétention, vous observez le monde depuis le confort de votre maison. La vue depuis votre fenêtre révèle une rue paisible, du genre où rien ne se passe jamais. Mais dernièrement, vous avez remarqué quelque chose de différent. C'est l'homme qui vit à côté, celui dont personne ne semble savoir grand-chose. Il a toujours été un peu étrange, mais jamais assez pour éveiller des soupçons. Au début, c'était des petites choses. Des horaires bizarres, des allées et venues étranges la nuit. Vous vous disiez que ce n'était rien, que chacun a ses bizarreries. Mais ensuite, il y a eu les bruits. Étouffés, presque comme des murmures, parfois tard dans la nuit, quand le reste du quartier dormait. Et cette odeur, une odeur faible, écœurante, comme de la viande en décomposition, portée par la brise jusque dans vos fenêtres ouvertes. Votre esprit s'est mis à tourner, connectant des points qui n'étaient peut-être pas là. Était-ce de la paranoïa ou était-ce de l'instinct? Vous n'en étiez pas sûr, mais ce sentiment persistant ne voulait pas s'en aller. Vous avez commencé à l'observer de plus près, remarquant des détails que vous n'aviez jamais vus auparavant. Sa façon de ne jamais interagir avec personne, ses disparitions pendant des jours, puis ses retours avec des sacs lourds, gonflés, qu'il portait dans la maison sous le couvert de la nuit. Vous essayez de vous convaincre que ce n'est rien. Après tout, vous n'avez aucune preuve. Mais au fond de votre estomac, vous le ressentez. Quelque chose ne va pas. Vous êtes persuadé que l'homme d'à côté cache quelque chose de sombre, quelque chose de dangereux. Et maintenant, vous devez découvrir ce que c'est. Il est tard, bien après minuit, et le monde à l'extérieur de votre fenêtre est enveloppé de silence. Depuis la sécurité de votre salon, vous gardez les yeux fixés sur la maison voisine. Les réverbères atteignent à peine sa façade décrépite, laissant la plupart des endroits plongés dans l'ombre. Mais il y a du mouvement à l'intérieur. Vous distinguez une faible lueur vacillante derrière les rideaux. Il est encore réveillé. Vous attrapez vos jumelles, celles que vous aviez juré de ne jamais utiliser pour ce genre de choses. Mais la curiosité s'est transformée en quelque chose de plus sombre, une obsession dont vous ne pouvez vous débarrasser. Vous ajustez la mise au point, scrutant à travers l'étroite fente des rideaux. Il fait les 100 pas de long en large, sa silhouette tremblante dans la faible lumière. Quelque chose dans sa façon de bouger vous paraît anormal. C'est frénétique, comme s'il était nerveux, qu'il cachait quelque chose. Puis vous le voyez. Une deuxième ombre, à peine perceptible, vacille juste derrière lui. D'abord, vous pensez que c'est un jeu de lumière. Mais non, elle est là. Une autre silhouette, quelque chose qui se cache dans l'obscurité derrière lui. La réalisation fait courir un frisson glacé le long de votre colonne vertébrale. Qui ou quoi se trouve dans cette maison avec lui? La lumière s'éteint, plongeant la maison dans l'obscurité. Votre cœur bat à tout rompre, tandis que vous vous éloignez de la fenêtre, laissant tomber les jumelles de vos mains tremblantes. Des questions envahissent votre esprit. Qui d'autre est dans cette maison? Vous n'avez jamais vu personne entrer ou sortir à part lui. Et les bruits, ceux que vous entendez la nuit, prennent soudain un sens. Vous essayez de chasser ces pensées de votre tête, de vous dire que vous imaginez des choses, mais vous savez que vous êtes allé trop loin pour faire demi-tour. Quelque chose ne va pas, désespérément mal. Et quoi que ce soit, c'est caché à l'intérieur de ces murs, juste au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous commencez à creuser, à faire des recherches, parcourant les archives locales, de vieux articles de journaux, tout ce qui pourrait offrir un aperçu du passé de cet homme. Vous trouvez des murmures, de petites mentions troublantes de la maison, de personnes qui y ont vécu avant de disparaître sans laisser de traces. Plus vous creusez, pire c'est. Les dates coïncident avec les périodes où vous l'avez vu disparaître pendant plusieurs jours, et les rumeurs parlent de disparition, de quelque chose de sinistre qui rôde sous la surface du calme apparent du quartier. Votre cœur s'emballe alors que vous réalisez que la vérité est plus proche que vous ne le pensiez. Vous ne pouvez plus vous arrêter maintenant. Quoi qu'il cache, vous devez savoir. C'est une nuit froide quand vous prenez votre décision. La peur vous ronge, mais il est trop tard pour faire marche arrière.
Vous avez passé trop de nuits blanches à fixer cette maison, à regarder, à attendre un signe. La lumière vacillante dans le grenier est allumée depuis des heures maintenant, plus longtemps que d'habitude. Ce soir, quelque chose est différent. La rue est étrangement silencieuse lorsque vous sortez de chez vous, le cœur battant dans votre poitrine. Chaque ombre semble vous observer, l'air nocturne est chargé de tension. Vous marchez lentement, en silence, comme si les ténèbres elles-mêmes vous mettaient en garde. Mais vous ne faites pas demi-tour. Pas maintenant. La porte d'entrée est verrouillée, comme vous vous y attendiez, mais vous avez déjà repéré un autre moyen d'entrée, la fenêtre du sous-sol, basse et partiellement ouverte. Vos mains tremblent alors que vous l'ouvrez et glissez à l'intérieur, atterrissant doucement sur le sol poussiéreux. L'odeur vous frappe immédiatement, plus forte ici, à l'intérieur. Cette même odeur nauséabonde de décomposition qui semble coller à votre peau, faisant tourner votre estomac. Vous restez immobile, à l'écoute. La maison est silencieuse, presque trop silencieuse. Chaque instinct vous hurle de partir, mais vous avancez. L'air semble lourd, comme si la maison elle-même était vivante, observant, attendant que vous fassiez un faux pas. Les couloirs sont étroits, le papier peint se décolle comme de la vieille peau, et les ombres semblent s'étendre, vous entraînant plus profondément dans le ventre de la bête. Vous avancez dans la maison, pas à pas, chaque craquement des planches du sol envoyant une décharge de peur dans votre corps. La lumière de votre lampe torche vacille, projetant de longues ombres déformées qui dansent sur les murs. Tandis que vous montez les escaliers, l'air devient plus froid, plus oppressant. La lumière vacillante que vous avez vue de votre fenêtre provient de derrière une porte au bout du couloir. La porte verrouillée. C'est une vieille porte, lourde, du genre qui ressemble plus à une barrière qu'à une porte. Vous appuyez votre oreille contre elle, et là, juste sous le murmure du silence, vous entendez quelque chose. Un son faible et rythmique, comme une respiration. Ou pire, comme quelque chose qui lutte pour respirer. Vos doigts tremblent lorsque vous atteignez la poignée. Fermée. Évidemment, elle est fermée. Mais il y a un trou de serrure, et à travers lui, vous pouvez voir juste une mince partie de ce qui se trouve derrière. Vous vous baissez, hésitant un instant avant de regarder à l'intérieur. Au début, vous ne voyez rien, juste des ténèbres. Puis, lentement, vos yeux s'ajustent et vous le voyez. Une forme, une silhouette accroupie dans l'obscurité, ses mouvements lents et délibérés. Votre cœur s'arrête alors que vous réalisez ce que vous regardez. L'homme n'est pas seul. Il y a quelqu'un, non, quelque chose, de l'autre côté de la porte avec lui. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Et maintenant vous savez. Vous aviez raison depuis le début. Quoi qu'il cache, c'est pire que ce que vous aviez imaginé. Le bruit de pas résonne depuis le bas des escaliers. Il arrive. La panique vous envahit, mais il n'y a pas de temps à perdre. Les pas se rapprochent, plus délibérés, comme s'ils savaient que quelqu'un est dans sa maison. Vous vous redressez en toute hâte et regardez autour de vous frénétiquement, votre esprit cherchant une solution. Il n'y a pas de retour en arrière possible, seulement un chemin vers l'avant. Vous devez pénétrer dans cette pièce. Vos mains tremblantes plongent dans votre poche et en sortent un petit morceau de métal fin que vous avez emporté avec vous. Un crochet de fortune pour crocheter la serrure, quelque chose que vous n'auriez jamais pensé réellement utiliser. Vos doigts tremblent, la serrure est tenace et impitoyable, mais avec un geste désespéré, vous sentez le mécanisme céder. La porte grince en s'ouvrant et vous vous glissez à l'intérieur, refermant doucement derrière vous juste au moment où les pas atteignent le sommet des escaliers. La pièce au-delà est plongée dans le noir, à l'exception d'une faible lueur provenant d'une ampoule solitaire qui oscille au plafond. Le faisceau de votre lampe torche traverse l'obscurité, révélant un cauchemar qui vous coupe le souffle. La pièce est un sanctuaire grotesque de violence et de folie. Les murs sont tachés de sang séché, des éclaboussures anciennes marquant les endroits où d'innombrables victimes ont trouvé leur fin. L'odeur de la décomposition est maintenant insupportable, si forte qu'elle enrobe votre gorge. Dans un coin éloigné, vous le voyez, une vieille chaise rouillée, fixée au sol, des chaînes pendant de ses bras et jambes. Mais ce n'est pas le pire. L'horreur véritable se trouve au centre de la pièce. Une fosse,
béante comme une bouche ouverte, descend dans les ténèbres. Elle est plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer, son fond perdu dans l'ombre. Autour du bord de la fosse, des objets grotesques sont accrochés au mur, des outils, des couteaux, des scies, chacun recouvert de sang séché. Votre cœur bat la chamade alors que vous réalisez que ce n'est pas seulement un lieu de mort, c'est un lieu de torture, un endroit où les gens sont amenés pour souffrir. Puis vous apercevez les restes. Dispersés sur le sol, à peine reconnaissables, se trouvent les vestiges tordus des victimes de cet homme, des os rongés, des membres jetés comme des ordures. L'air vibre du poids des actes indicibles qui se sont déroulés ici. Vous reculez d'un pas, l'estomac retourné et trébuchez presque sur quelque chose. En vous retournant, vous vous figez. Dans un coin à peine visible dans la lumière vacillante se trouve une personne, non, un corps. Pâle, maigre, immobile mais pas encore mort. Les yeux grands ouverts, la bouche bâillonnée, les poignets liés, ils sont à peine accrochés à la vie. Vous vous précipitez à leur côté, vos mains tremblantes alors que vous essayez de détacher les cordes qui les lient. Mais ensuite, vous l'entendez, un léger déclic. Le son d'une porte qui s'ouvre derrière vous. L'homme est entré dans la pièce. Pendant un moment, le temps semble s'arrêter. Vous n'osez pas bouger. Ses pas sont lents, délibérés, tandis qu'il s'approche. Vous ressentez la lourdeur de sa présence avant de le voir. La lampe torche tremble dans votre main alors que vous la tournez vers la source du son. Il se tient à l'entrée, baigné dans l'ombre, son visage calme, mais ses yeux sont froids, morts. Il sait ce que vous avez vu, il sait que vous avez découvert son secret. Et maintenant, vous êtes piégé ici avec lui, dans cette maison de l'horreur. Vous voulez courir, crier, vous battre. Mais la vérité vous frappe comme une lame. Vous avez pénétré dans un endroit d'où vous n'étiez jamais censé sortir. La porte derrière vous se ferme lourdement avec un bruit sourd. La porte claque derrière vous, résonnant comme un dernier battement de cœur assourdissant. Vous vous retournez, le pouls battant à vos tempes. Il se tient là, bloquant votre seule issue, un lent sourire tordu se dessinant sur son visage. Le faisceau de la lampe torche tremble entre vos mains, projetant de longues ombres déformées sur les murs ensanglantés de la pièce. Il s'avance d'un pas, lentement, délibérément, comme un prédateur savourant la peur de sa proie. Ses yeux sont sombres, vides, comme si toute humanité en lui avait depuis longtemps pourri. Vous n'arrivez plus à respirer. Votre esprit vous hurle de fuir, mais où? Vous jetez un coup d'œil autour de vous, cherchant désespérément une issue, mais il n'y a nulle part où aller. Puis, sans prévenir, il se jette sur vous. L'adrénaline inonde votre corps alors que vous bondissez sur le côté, échappant de justesse à son emprise. La lampe torche tombe, heurtant le sol dans un bruit métallique, et la pièce est plongée dans l'obscurité. Vous tâtonnez à l'aveuglette, vos mains effleurant le sol froid et glissant, cherchant frénétiquement quelque chose, n'importe quoi, pour vous défendre. Vos doigts se referment sur un objet en métal, une clé anglaise lourde. Vous la serrez fort, votre souffle court et saccadé, tandis que vous écoutez attentivement. La pièce est redevenue silencieuse, mais vous savez qu'il est là, vous traquant, se déplaçant en silence dans l'obscurité. Vous frappez dans le vide, la clé anglaise fend l'air, mais elle ne rencontre rien. Le silence est insupportable, l'attente, la tension. Il joue avec vous. Soudain, vous entendez un bruissement, juste derrière vous. L'instinct prend le dessus, et vous frappez à nouveau, plus fort cette fois. Il y a un bruit sourd écœurant, suivi d'un grognement bas de douleur. Pendant un instant, tout s'arrête. La pièce semble trop calme. Vous distinguez à peine sa silhouette dans l'obscurité, se tenant la tête, titubant en arrière. Mais il n'est pas à terre. Pas encore. Il rugit de fureur et se rue sur vous, et cette fois, vous n'êtes pas assez rapide. Ses mains s'enroulent autour de votre gorge, serrant, vous soulevant du sol. Vous vous débattez, cherchant désespérément à reprendre votre souffle, donnant des coups de pied tandis que son emprise se resserre. Son visage est maintenant à quelques centimètres du vôtre, tordu en une expression monstrueuse, presque inhumaine. Avec le dernier souffle de force que vous pouvez rassembler, vous frappez à nouveau avec la clé anglaise, cette fois contre sa mâchoire. Il chancelle, desserrant suffisamment sa prise pour que vous puissiez vous libérer. Vous tombez lourdement au sol, toussant, haletant pour reprendre votre souffle.
Mais il n'y a pas de temps pour s'arrêter. Vous vous relevez, le sang martelant vos tempes, et vous vous précipitez vers la porte. Elle ne bouge pas. Il vous a enfermé à l'intérieur. Le désespoir vous submerge alors que vous cherchez frénétiquement une autre sortie. La fenêtre, il y a une petite fenêtre, grillagée, dans le coin. Si vous pouvez la briser, peut-être que vous pourrez vous glisser à travers. Mais en vous retournant vers elle, vous le voyez se relever à nouveau, du sang coulant de sa bouche, un regard de folie dans ses yeux. Il se rapproche, plus lentement cette fois, mais avec détermination, inarrêtable. Vous vous précipitez vers la fenêtre, attrapant une chaise à proximité et la frappant contre la vitre. Le premier coup ne fait que l'ébrécher. Vous frappez à nouveau, plus fort, et le verre éclate, éparpillant des éclats sur le sol. Mais les barreaux, ils ne cèdent pas. Derrière vous, ses pas se rapprochent plus fort. Vous manquez de temps. Puis, vous vous rappelez de la fosse. C'est une pensée horrible, désespérée, mais c'est tout ce qu'il vous reste. Vous courez vers le bord, regardant dans l'abîme noir, votre cœur battant à tout rompre. Il est impossible de savoir ce qui se trouve au fond, mais c'est votre seule chance. Vous jetez un dernier regard en arrière. Il est presque sur vous maintenant, ses yeux brûlants de rage, et sans réfléchir, vous vous jetez dans les ténèbres. La chute est plus longue que vous ne l'imaginiez. Pendant un bref instant, vous êtes en apesanteur, tombant dans l'inconnu. Puis, avec un impact dévastateur, vous heurtez le fond. Une douleur intense explose dans votre corps, mais vous êtes vivant, à peine. Au-dessus de vous, le visage de l'homme apparaît au bord de la fosse, vous observant avec une rage pure. Mais il ne vous suivra pas. Pas ici. Quelles que soient les horreurs que cette fosse renferme, même lui en a peur. Vous rampez, vous traînant dans la saleté et l'obscurité. Chaque centimètre est une torture, votre corps hurlant de douleur. Quelque part dans le lointain, vous entendez quelque chose bouger, un bruit mouillé, comme quelque chose qui rampe, se rapprochant. Vous n'avez pas le temps de penser à ce que c'est. Vous devez continuer d'avancer. Il doit y avoir une autre issue. Il doit y en avoir une. Et alors que vous progressez lentement, la réalisation vous frappe. Le véritable cauchemar, ce n'est pas lui. C'est ce qu'il nourrit ici. Et maintenant, vous en faites partie. L'obscurité dans la fosse semble infinie. Votre corps est meurtri par la chute. Chaque respiration est laborieuse et saccadée. Les sons autour de vous, des bruits mouillés et rampants, se rapprochent, mais vous n'osez pas regarder en arrière. En rampant dans la saleté, votre esprit tourne à toute vitesse, cherchant désespérément une issue. Les murs sont froids, humides et glissants, se refermant sur vous comme les mâchoires d'une immense créature invisible. Juste au moment où vous pensez qu'il n'y a pas d'échappatoire, votre main effleure quelque chose, un léger courant d'air frais. Votre cœur s'accélère. Une sortie, peut-être. Vous poussez en avant avec un désespoir renouvelé, les bruits de ce qui rôde dans l'ombre s'éloignant derrière vous. L'espace commence à s'élargir, et vous le voyez, une petite fissure dans le mur de pierre, juste assez large pour vous y glisser. Vous ne réfléchissez pas. Vous forcez votre corps meurtri à travers l'ouverture, la pierre rugueuse éraflant votre peau, jusqu'à ce que vous éclatiez enfin à l'air libre de la nuit. Le vent froid vous frappe comme une gifle, mais vous ne vous arrêtez pas. Vous courez. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez que vous devez mettre le plus de distance possible entre vous et cette maison. Quand vous vous effondrez finalement, à des kilomètres de la maison, votre corps cède et tout devient noir. Lorsque vous vous réveillez, le soleil du matin commence à percer l'horizon. Vos vêtements sont déchirés, votre corps est couvert de bleu et de coupures, mais vous êtes vivant. D'une manière ou d'une autre, vous avez survécu. Vous titubez jusqu'à la route la plus proche, faisant signe à une voiture qui passe. Le conducteur, horrifié par votre apparence, vous emmène rapidement en sécurité. Les autorités arrivent, vous leur racontez tout. L'homme, la maison, la fosse. Ils écoutent, mais quand ils arrivent à la maison, c'est comme si tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Le sous-sol est vide, la fosse a disparu. Il n'y a aucune preuve des horreurs que vous avez vécues, aucun signe de la pièce macabre, ni des créatures monstrueuses cachées sous la maison. Et l'homme, disparu. Aucune trace de lui nulle part. Les voisins ne semblent même plus se souvenir de lui, comme s'il n'avait jamais vraiment existé. Mais vous vous souvenez, les visions,
les sons, l'odeur de la mort, tout cela est gravé dans votre mémoire. Chaque fois que vous fermez les yeux, vous voyez son visage, vous sentez ses mains serrant votre gorge. Les cauchemars ne s'arrêtent pas. Et pire encore, vous savez qu'il est toujours là, quelque part, en train d'attendre, en train d'observer. Vous le sentez au plus profond de vous. La terreur n'a pas pris fin, elle a juste déménagé. Dans le prochain quartier, la prochaine rue tranquille. Il est là, caché dans l'ombre, à la chasse à nouveau. Le désert s'étend à l'infini sous un ciel peint de nuances sombres, avec seulement les étoiles les plus faibles offrant un peu de lumière. Un camionneur solitaire tient fermement le volant, ses mains stables après des années sur la route. Le ronronnement du moteur est son seul compagnon, alors que le poids lourd fend le silence de la nuit. C'est un tronçon d'autoroute que peu osent emprunter, isolé, oublié et tristement célèbre pour de mystérieuses disparitions. Il l'a déjà parcouru, connaît chaque virage, chaque creux dans l'asphalte fissuré, mais ce soir est différent. Il y a une lourdeur dans l'air, quelque chose d'épais et d'oppressant qui s'accroche à la cabine de son camion. La radio grésille de parasites, la station à peine audible, comme si même les ondes refusaient de rester ici. Le vent souffle au loin, un son bas et lugubre qui semble résonner sur des kilomètres. Mais il ne s'inquiète pas. Il a vu pire, traverser des tempêtes qui feraient trembler la plupart des hommes. Il a fait face à l'épuisement et à des routes qui semblent interminables. Mais ce soir, alors que l'obscurité s'intensifie, un malaise monte en lui. Ce genre de sensation qui murmure qu'on est observé, qu'on est attendu. Les phares tracent un étroit chemin dans la noirceur, mais au-delà, le monde semble être un vide. Le genre de vide où les choses disparaissent sans laisser de traces. Et au fil des kilomètres, ce malaise grandit, le rongeant. Car sur cette route, la nuit n'est pas simplement noire, elle est vivante. Le camionneur jette un coup d'œil dans son rétroviseur, plus par habitude que par inquiétude, mais quelque chose attire son attention. Au début, ce n'est qu'un éclat, des phares lointains, faibles dans le lointain. Rien d'inhabituel, juste un autre véhicule sur la route, bien que cela semble étrange vu la désolation de l'autoroute. Il hausse les épaules et continue à conduire, se concentrant sur la longue route devant lui. Les minutes passent et les lumières deviennent plus brillantes, plus proches. Il relâche légèrement l'accélérateur, pensant que peut-être le conducteur veut le dépasser, mais quelque chose le dérange. Les mouvements du véhicule ne semblent pas normaux. Il reste parfaitement aligné avec son camion, suivant sa vitesse d'une manière qui lui fait dresser les poils sur la nuque. Le camionneur se tortille sur son siège et actionne son clignotant pour changer de voie, s'attendant à ce que la voiture passe. Mais elle ne passe pas. Elle reste juste derrière lui, maintenant trop proche pour le confort. Les phares sont éblouissants dans ses rétroviseurs, presque surnaturels par leur éclat. Ses mains se crispent sur le volant, alors qu'un nœud d'anxiété commence à se former dans son estomac. Il accélère, mais le véhicule fait de même, ne se laissant jamais distancer, sans jamais non plus le dépasser. C'est comme une ombre collée à son pare-choc, silencieuse et menaçante. Son cœur commence à battre plus vite, et il jette un autre regard dans le rétroviseur, espérant distinguer le conducteur, mais tout ce qu'il peut voir, ce sont ses phares aveuglants. L'obscurité autour de lui semble plus dense maintenant, comme si elle se refermait sur lui, étouffante. Quelque chose ne va pas. Il a parcouru ces routes pendant des années, et personne ne se comporte ainsi ici. Les instincts du camionneur lui hurlent que ce n'est pas une voiture normale. C'est autre chose, quelque chose de dangereux. Et ce n'est pas ici par hasard. Le pouls du camionneur s'accélère alors qu'il serre le volant plus fort, essayant de repousser la panique montante. Il appuie plus fort sur l'accélérateur, le moteur rugissant alors que le camion gagne en vitesse. Mais la voiture derrière lui reste ancrée à sa place, ses phares inondant toujours ses rétroviseurs, bien trop proches, beaucoup trop proches. C'est comme si le véhicule était attaché à lui, une ombre qui refuse de le lâcher. Il tente de le semer, virant légèrement à gauche puis à droite, espérant que l'autre conducteur comprenne et le dépasse. Mais la voiture imite chacun de ses mouvements, se balançant avec une précision mortelle qui fait se resserrer sa poitrine. Elle ne fait pas que le suivre, elle joue avec lui.
un prédateur traquant sa proie. Des gouttes de sueur perlent sur son front malgré l'air frais de la nuit. Il fait un écart plus brusque cette fois, essayant de déstabiliser la voiture. Le camion gémit sous l'effet du virage soudain, mais le véhicule fantôme reste avec lui, se déplaçant comme s'il pouvait lire chacune de ses pensées, anticipant chacun de ses virages. Il se rapproche encore, l'espace entre eux se rétrécissant, étouffant. Un frisson de peur le parcourt. Ce n'est pas une simple affaire de rage au volant. Cette chose, quoi qu'elle soit, n'est pas un simple conducteur. Aucun klaxon ne retentit, aucune rafale de feu de route en colère. Elle est silencieuse, étrangement silencieuse, comme un fantôme qui le pourchasse dans la nuit. Il le sent maintenant, profondément dans ses os. Cette voiture n'a pas sa place ici, sur cette route. Elle n'a pas sa place dans le monde des vivants. Son esprit s'emballe à la recherche de réponses. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le suit-elle? Tandis que les phares vacillent légèrement, projetant des ombres étranges sur la route devant lui, il se souvient des rumeurs. Les histoires que d'autres camionneurs chuchotaient lors des pauses café nocturnes. À propos de la route, des disparitions, des hommes qui se sont évaporés sans laisser de traces. Camion après camion retrouvé abandonné, les conducteurs disparus, comme s'ils avaient été avalés par la nuit elle-même. Son cœur bat plus fort. Est-ce que c'est ce dont ils parlaient? Est-ce cela, la chose qu'ils évoquaient à voix basse, avertissant les nouveaux venus d'éviter l'autoroute après la tombée de la nuit? Les pensées du camionneur tourbillonnent alors que la voiture fantomatique se profile derrière lui, un prédateur implacable dans le rétroviseur. Son esprit est envahi de fragments de ces avertissements, des histoires qui semblaient autrefois être des superstitions, racontées par des conducteurs fatigués pour passer le temps. Mais maintenant, avec cette voiture maudite qui le traque, tout semble bien trop réel. Il appuie plus fort sur l'accélérateur, poussant le camion à sa limite. Le moteur gronde, protestant contre la pression, mais le mystérieux véhicule ne vacille jamais. Il ne semble pas obéir aux mêmes lois de la physique. À chaque virage, chaque écart, la voiture imite ses mouvements, glissant presque sans effort sur l'asphalte craquelé. Il n'y a aucun bruit provenant de son moteur, aucun crissement de pneus, seulement un silence lourd et oppressant qui l'enveloppe comme un nœud coulant. La radio crachote de nouveau des parasites, le même bruit étrange qu'il avait accueilli plus tôt, mais cette fois, il est plus fort, plus insistant. Des fragments de voix traversent les interférences, déformés et lointains. Ils ressemblent à des murmures, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de le contacter de l'autre côté. Un frisson glacé parcourt son dos lorsqu'il réalise que ces murmures ne viennent pas de sa radio, mais de quelque part dans la nuit profonde. Il doit fuir. Frénétiquement, il scrute la route devant lui. Il connaît bien cette autoroute, sait que les stations-service et les aires de repos sont rares et espacées, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Tout ce qui compte, c'est échapper à cette chose. Un peu plus loin, il aperçoit une sortie, une vieille route non marquée qu'il n'a jamais empruntée, à peine visible dans la faible lueur de ses phares. Sans réfléchir, il donne un coup de volant à droite, projetant le camion sur ce chemin étroit. Le camion cahote violemment en quittant le bitume, les roues peinant à adhérer sur le gravier et la terre. Les phares derrière lui vacillent pour la première fois, tremblant alors que la voiture lutte pour le suivre. Pendant un bref instant, l'espoir s'empare de lui. Peut-être que c'est sa chance. Mais aussi vite que les phares s'étaient atténués, il se rallume, plus brillant et plus agressif que jamais. La voiture le suit sur la route de terre, se déplaçant avec une fluidité terrifiante, comme si le sol accidenté ne l'affectait en rien. Elle est plus proche maintenant, assez proche pour qu'il puisse voir la silhouette du véhicule dans son rétroviseur latéral. Une épave rouillée, à peine intacte. Mais il n'y a pas de conducteur. Le siège est vide. Son sang se glace. Il comprend maintenant. Ce n'est pas seulement une route hantée. C'est bien pire. Le souffle du camionneur se bloque dans sa gorge alors qu'il fixe le siège vide dans le rétroviseur. Pas de conducteur. Pas de vie. Juste une carcasse rouillée et décatie, suivant son camion de manière impossible sur ce chemin de terre chaotique. La panique s'empare de lui plus fortement que jamais, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Ce n'est plus un jeu du chat et de la souris,
c'est une poursuite avec quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde. Le terrain devient de plus en plus accidenté, la route se rétrécissant en un sentier à peine visible à travers le désert. Le camion rebondit violemment sur le sol inégal, le volant vibrant dans ses mains. Il perd le contrôle, à la fois du véhicule et de ses nerfs. Mais s'arrêter n'est pas une option. Il le sait. S'arrêter signifierait faire face à cette chose, et il sait au fond de lui qu'il ne survivra pas à cette rencontre. Les phares derrière lui vacillent de nouveau, mais cette fois suffisamment pour qu'il aperçoive quelque chose de plus dans son rétroviseur. Les ombres à l'intérieur de la voiture rouillée se tordent et se déplacent, comme si quelque chose bougeait sur la banquette arrière. Son pouls s'accélère encore plus. Il se force à regarder de nouveau, malgré la peur qui noue ses entrailles. Et là, ils sont des visages. Des visages fantomatiques, appuyés contre les vitres fissurées et embuées. Leurs expressions figées dans la terreur, les yeux écarquillés et les bouches grandes ouvertes dans des cris silencieux. Ils semblent emprisonnés, implorant leur libération, leurs traits déformés par la crasse et la poussière qui couvrent les vitres de la voiture. Le camionneur a le cœur au bord des lèvres alors qu'il comprend, horrifié. Ce sont les âmes perdues, celles qui ont disparu sur cette route maudite. Les murmures reviennent, plus forts maintenant, plus distincts. Il peut presque saisir leurs paroles, mais elles restent brisées, comme des voix portées par le vent. Ils supplient, avertissent, mais leur message est brouillé, perdu dans le chaos des parasites et du rugissement de son moteur. Tout ce qu'il sait, c'est que la voiture derrière lui est plus qu'un simple vestige hanté. C'est une prison pour ceux qu'elle a capturés. Et maintenant, elle est après lui. Dans un élan de désespoir, il appuie à fond sur l'accélérateur, le camion bondissant en avant avec toute la puissance qu'il peut rassembler. La remorque gémit sous la pression, mais il s'en fiche. Il doit distancer cette chose, se libérer du cauchemar qui le poursuit. Le chemin de terre serpente à travers le désert, se perdant dans un territoire inconnu, mais il n'a pas le temps de réfléchir ni de planifier. Son seul objectif est de s'éloigner le plus possible de la voiture fantomatique. Mais le véhicule rouillé ne le laisse pas partir. Il reste accroché à ses talons, implacable, ses phares vacillant comme des braises mourantes dans le rétroviseur. Les visages des âmes perdues se pressent contre les vitres, leur terreur palpable, leurs cris silencieux devenant de plus en plus frénétiques à chaque seconde qui passe. C'est comme s'ils savaient que la fin était proche, pour eux et pour lui. L'esprit du camionneur tourne à toute allure, cherchant désespérément un moyen de s'en sortir, un dernier effort pour survivre. Il sait que la route se termine, que bientôt il n'aura plus d'autre choix que d'affronter ce qui l'attend. Le cœur du camionneur bat à tout rompre, alors que la route devant lui se tord et se rétrécit, le menant plus profondément dans l'obscurité du désert. Chaque instinct lui dit qu'il n'y a pas d'issue, mais il refuse d'accepter cette vérité. Les visages dans la voiture maudite deviennent de plus en plus désespérés, leurs yeux vides et hantés, comme s'ils savaient qu'il était sur le point de les rejoindre. Les murmures autour de lui s'intensifient, résonnant dans la cabine de son camion comme les cris des damnés. Son temps est compté. L'issue qui se dessine à l'horizon est à peine visible. Un virage serré menant à une falaise qui plonge dans l'abîme du désert. Il hésite une fraction de seconde. Il n'y a pas d'issue. La route s'arrête ici. Mais l'idée de s'arrêter, de laisser ce véhicule fantomatique le rattraper, est pire que la mort elle-même. Il prend sa décision. Dans un geste désespéré, il tourne brusquement le volant, faisant dévier le camion hors de la route de terre en direction de la falaise. Le camion dérape violemment, l'arrière de la remorque faisant une embardée alors que la poussière et le gravier volent autour de lui. La voiture fantomatique le suit, ses phares brûlant d'une intensité inquiétante, comme les yeux d'un prédateur sentant la panique de sa proie. Elle est si proche maintenant qu'il peut sentir la froideur de sa présence surnaturelle envahir la cabine. Le bord de la falaise approche à une vitesse vertigineuse, et pendant un instant, l'esprit du camionneur devient blanc. Le camion titube au bord, ses roues tournant dans le vide alors que la terre s'effondre sous lui. La voiture fantomatique est juste là, une ombre tordue, ses phares braqués sur lui avec une intensité impossible.
Mais dans un ultime sursaut d'adrénaline, le camionneur passe la marche arrière. Le camion recule brusquement, ses pneus crissant juste au moment où le véhicule fantomatique bondit en avant, prêt à terminer la chasse. Pendant une seconde interminable, les deux véhicules sont engagés dans une danse mortelle. L'un luttant pour survivre, l'autre pour capturer sa proie. Puis, avec un crissement métallique strident, l'élan de la voiture fantomatique la fait basculer par-dessus le bord. Les phares vacillent frénétiquement, les ombres tordues des âmes perdues disparaissant dans un nuage de poussière, alors que le véhicule plonge dans le vide. Pendant un moment, tout est silencieux. Un calme glacial, alors que le camionneur parvient à arrêter son camion, à quelques centimètres du bord de la falaise. Le rugissement de la voiture fantomatique s'évanouit dans l'obscurité en dessous, englouti par le désert sans fin. Le camionneur reste figé, les mains tremblantes sur le volant, son cœur battant encore à tout rompre dans sa poitrine. Il fixe l'abîme où la voiture a disparu, l'incrédulité l'envahissant. A-t-il vraiment survécu? A-t-il échappé à la malédiction qui hantait cette route? Mais alors que la poussière retombe, une sombre réalisation lui traverse l'esprit. La route ne laisse jamais partir personne aussi facilement. Il a peut-être gagné cette bataille, mais la nuit semble encore vivante autour de lui. Le camionneur reste assis dans la cabine, les jointures blanches d'avoir trop serré le volant, son souffle saccadé. Le silence après le chaos est assourdissant. La voiture fantomatique a disparu, plongée dans l'abîme, mais l'air demeure lourd, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Il ose croire que tout est terminé, qu'il a échappé au cauchemar, mais au fond de lui, la peur persiste. Avec des mains tremblantes, il passe la marche avant et recule lentement loin du bord de la falaise, son cœur battant toujours dans sa poitrine. La route devant lui s'étend dans l'obscurité, infinie et impitoyable. Le regard du camionneur se porte nerveusement sur le rétroviseur, s'attendant à voir les phares réapparaître, mais il n'y a que l'obscurité derrière lui. Pourtant, quelque chose dans cette obscurité semble anormal, trop calme, trop immobile. Il continue de rouler, la remorque grondant sur le terrain accidenté, tandis qu'il tente de calmer ses pensées agitées. Les visages qu'il a vus dans la voiture fantomatique le hantent encore, leurs expressions désespérées gravées dans son esprit. Ils étaient plus que de simples échos du passé. Ils étaient des avertissements, des âmes piégées, réclamées par cette route maudite. Et pendant un instant, il se demande s'il a vraiment échappé, ou si la route attend simplement, patientant avant de le rattraper à nouveau. Le camionneur essuie son front d'un revers de main, essayant de se débarrasser de la paranoïa qui s'installe en lui. Il se dit que tout est fini, que ce qui hantait ce tronçon d'autoroute a disparu. Mais à mesure que les kilomètres défilent, le silence oppressant s'intensifie. Le désert s'étire à l'infini, et peu importe la distance qu'il parcourt, la sensation d'être observé s'accroche à lui comme une seconde peau. Puis, juste au moment où il commence à se détendre, quelque chose capte son regard. Dans le rétroviseur, faiblement d'abord, mais sans équivoque, des phares. Son sang se glace. Les lumières sont lointaines, à peine une lueur à l'horizon, mais elles sont là, se rapprochant à chaque seconde. Ses mains se resserrent sur le volant, une vague de terreur l'envahissant de nouveau. La voiture n'est pas tombée. Elle n'a pas disparu dans l'abîme. Elle est toujours là, à sa poursuite. Le pouls du camionneur s'accélère de nouveau alors qu'il voit les lumières se rapprocher. Son cœur bat dans sa poitrine, la terreur revenant de plein fouet. Il appuie sur l'accélérateur, le camion grognant sous l'effort, mais cela n'a pas d'importance. Les phares restent dans son rétroviseur, implacables, inarrêtables. Il sait maintenant, il n'y a pas d'échappatoire. Cette route, ce tronçon maudit de désert, ne laisse partir personne. Elle a réclamé ceux qui l'ont précédée, et maintenant, elle vient pour lui. Et quelque part au loin, au-delà du rugissement de son moteur et du hurlement du vent, les murmures recommencent. Le cœur du camionneur bat à tout rompre, la panique grandissant dans sa poitrine alors que les phares se rapprochent, découpant l'obscurité comme des prédateurs silencieux. Il conduit aussi vite que le camion peut le supporter, le moteur peinant sous la pression. Mais les lumières restent là, le hantant dans le rétroviseur. Il se sent piégé, pris dans un cauchemar où, peu importe la distance ou la vitesse, la route le ramènera toujours à ce moment.
Le camion tremble sur le terrain inégal, mais les mouvements de la voiture fantomatique restent fluides, contre nature. C'est comme si elle glissait, sans être soumise aux lois du monde physique. Il garde les yeux fixés sur la route devant lui, ses mains tremblantes sur le volant, mais son esprit se perd dans la terreur. Il sait désormais que cette autoroute n'est pas simplement maudite, elle est une chasseuse, et il est la proie. Les murmures deviennent plus forts, la radio grésille de nouveau, mais cette fois, il semble qu'ils viennent de l'air lui-même, remplissant la cabine de son camion. Ce sont les voix des âmes perdues, les âmes piégées sur cette route maudite. Elles l'appellent, le supplient, l'avertissent, leur message fragmenté et désespéré. Fais demi-tour, ne pars jamais, tu nous appartiens. Il serre le volant plus fort, refusant d'écouter, refusant d'accepter que son destin soit scellé. Mais au fond de lui, il le sait. Cette route l'a réclamé, tout comme elle a réclamé les autres. Les phares derrière lui brillent plus fort maintenant, à quelques mètres seulement du pare-choc arrière de son camion. Il se rapproche. Une vague de terreur l'envahit lorsqu'une pensée perçante traverse son esprit. La route ne le laissera jamais partir. Peu importe la distance ou la vitesse à laquelle il roule, elle le ramènera toujours à cette voiture maudite. Ses seules options sont de se rendre ou de combattre une bataille qu'il ne peut pas gagner. Dans un ultime acte de défi, il donne un coup de volant à droite, quittant brutalement le chemin de terre et plongeant le camion dans le désert. Le poids lourd dévale à travers le désert, bondissant sur les rochers et la végétation clairsemée, les roues luttant pour trouver de l'adhérence. Il espère, prie, qu'en quittant la route, il pourra échapper à la malédiction. Mais les phares le suivent, stables et inébranlables malgré le terrain accidenté. Ils sont implacables. Le souffle du camionneur devient saccadé alors que le désert s'étend devant lui, sans fin et stérile. Il ne voit rien d'autre que l'obscurité, n'entend rien d'autre que les murmures et le grondement de son camion. Les lumières fantomatiques sont aveuglantes maintenant, presque sur lui, leur éclat envahissant la cabine d'une lueur surnaturelle. Puis, sans avertissement, le camion fait un bond violent, les roues heurtant quelque chose d'invisible. Le volant est arraché de ses mains alors que le camion dérape hors de contrôle. Il tente de reprendre le contrôle, mais c'est trop tard. Le poids lourd bascule, le métal grince et crisse alors que le monde se retourne. Le camion se renverse, une fois, deux fois. Le temps semble ralentir alors qu'il est projeté contre son siège, le bruit du métal broyé et des vitres brisées résonnant à ses oreilles. La poussière envahit l'air alors que la cabine s'arrête brutalement, reposant sur le côté. Le monde tourne autour de lui, et pendant un instant, tout est silencieux. Il reste là, désorienté, le corps douloureux à cause de l'accident. Le désert s'étend tout autour, calme et immobile. Il force sa respiration à se calmer, tente de bouger, de s'extraire de l'épave. Mais alors qu'il lutte avec sa ceinture de sécurité, quelque chose scintille dans le coin de son œil. Des phares. Le véhicule fantomatique se dresse juste à l'extérieur du camion, ses lumières braquées directement sur lui, comme s'il l'observait, attendant. Le camionneur se fige. Il sait maintenant, avec une certitude glaciale, que c'est fini. Cette chose, cet être, a gagné. Il n'est plus qu'un autre conducteur sur la route. Il est le prochain sur la liste. Les murmures reprennent, plus fort que jamais, remplissant son esprit des cris des âmes déjà capturées. Les voix ne supplient plus, elles accueillent. Alors que les phares deviennent plus brillants, la vision du camionneur se brouille, l'obscurité envahissant les bords de sa conscience. Il tente de bouger, de s'échapper, mais son corps semble trop lourd, impossible à soulever. Son cœur bat une dernière fois, alors que les ombres se referment sur lui, et il comprend enfin ce qui est arrivé à ceux qui ont disparu sur cette route. Au bout du compte, la route réclame toujours ses victimes. Le camionneur est parti, le désert redevient silencieux. Et la route, comme toujours, attend la prochaine âme assez folle pour l'emprunter.